Je suis sûre que vous avez déjà lu ou entendu ou peut-être vu des vidéos qui vous parlent de lutter contre votre ego, de combattre votre ego ou de vous en débarrasser. Comme si notre ego était une partie de nous qui était mauvaise, comme si nous étions vraiment des personnalités égocentriques qui voulaient écraser tout le monde quand on laisse parler notre ego. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, pourquoi je ne pense pas du tout qu'il faille lutter contre son ego et surtout pas s'en débarrasser. Pourquoi je crois que c'est une partie de nous qui est très importante d'écouter, et donc pourquoi j'estime que votre ego est votre ami. La première chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans ces formulations, c'est d'utiliser des termes lutter, combattre, s'en libérer, comme si c'était quelque chose qu'il fallait éradiquer de manière violente, avec force. Notre cerveau fait du mieux qu'il peut dans toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Ce qui fait que s'il y a une partie de vous qui arrive, et même si elle s'appelle ego, c'est qu'elle a une bonne raison d'être là. Et si elle a une bonne raison d'être là, alors peut-être qu'elle mérite qu'on l'écoute et qu'on sache ce qu'elle a à dire. Combattre des parties de soi, c'est se faire violence. Et vraiment, je ne crois pas que ce soit quelque chose de résolutoire et qui puisse nous aider de nous combattre nous-mêmes. Personnellement, en séance, j'apprends à mes patients à être égoïstes. Pas égocentriques, mais égoïstes. Alors, je ne sais pas si vous faites vous vraiment la différence. L'égocentrisme, c'est le fait de penser que nous sommes, nous, au centre de tout. Et souvent, on va pousser l'égocentrisme avec cette idée qu'on serait même peut-être supérieur ou mieux, ou peut-être qu'on est la personne la plus importante, ce qui n'est pas complètement faux, mais qu'on serait la seule personne la plus importante. L'égocentrisme, néanmoins, même si c'est quelque chose qui peut être désagréable pour les autres, ou même si c'est quelque chose qui est socialement plutôt mal connoté, en réalité c'est aussi une conséquence du traumatisme. Ça veut dire que quand on a vécu quelque chose de traumatique et que notre cerveau doit dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de contenir tout le traumatisme qu'il a du mal à gérer lui-même, eh bien sa priorité c'est lui-même. Et parfois il n'a plus du tout d'énergie pour la relation. Parce qu'il faut savoir que la relation, c'est quelque chose de très énergivore pour le cerveau. Alors, même si c'est quelque chose qui est la conséquence d'un traumatisme, effectivement, je n'apprends pas à mes patients, je n'aide pas mes patients à être égocentriques. En revanche, je les aide à être égoïstes. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, mon ego, je suis important. Je suis importante. Et je suis la première personne importante. Parce que si je ne m'occupe pas de moi, je vais avoir du mal à m'occuper des autres. À nouveau, c'est le fonctionnement du cerveau. Il s'occupe d'abord de lui-même, gérer ce qui se passe pour lui pour pouvoir survivre, c'est une question biologique finalement, même pas psychologique, mais pour pouvoir s'occuper des autres, il va d'abord falloir qu'il soit bien avec lui-même. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. Et si on n'est pas assez égoïste, on peut toujours essayer de s'occuper des autres. On va le faire avec des émotions en général mal adaptées dans la relation. Peut-être qu'on va attendre de la reconnaissance, peut-être qu'on va se positionner comme un sauveur, c'est-à-dire une personne qui fait des choses pour les autres sans avoir vérifié qu'elles en avaient besoin. Et peut-être on va être très agaçant ou agaçante pour les autres, peut-être on va être très envahissant. Il y a donc cette différence entre égocentrisme et égoïsme. Et pour moi, un travail de thérapie, ça passe par devenir égoïste. Alors c'est quand même un petit peu difficile, parce que socialement, on nous dit quand même que l'égoïsme, c'est mal. Et je pense que ça vient de là, ces idées de se débarrasser de son ego, et d'être même aller jusqu'à violenter une partie de nous-mêmes qui est cet ego, et qui s'exprimerait trop, ou pas assez, ou pas comme il faut, et qui serait pas quelque chose de bien. Alors nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Ah oui, ouais. Eh bien figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Bernard par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Oh c'est malin, c'est très malin. Rien à voir avec le ski. Pourquoi j'apprends donc à mes patients à être égoïstes? C'est pour qu'ils puissent se mettre au centre de leur intérêt, qu'ils ne soient pas leur unique intérêt. Ils sont pas le centre du monde non plus, c'est important d'avoir conscience qu'on fait partie d'un ensemble de personnes, mais si vous ne prenez pas soin de vous, qui va le faire? L'ego, finalement, il a peut-être quelque chose d'important ou d'intéressant à nous dire. Et ce qu'il a d'intéressant à nous dire, c'est justement de quoi j'ai besoin, quelles sont mes problématiques, quelles sont mes difficultés, peut-être aussi quelles sont mes valeurs, et quelles sont les choses que j'aime dans la vie et qu'il est important que je prenne en compte pour pouvoir vivre une vie qui me correspond. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est ce lien avec ce qu'on appelle le narcissisme. Il faut avoir en tête que pour un psychologue ou une psychologue et une personne qui ne fait pas ce métier, narcissique, ça ne veut pas dire la même chose. Socialement, à nouveau,
Et on voit vraiment que les normes sociales influent sur notre façon d'être, de penser et de réagir aux choses. Mais socialement, narcissique, ça fait penser à quelque chose justement d'égocentrique, mais aussi de pervers. Parce que cette notion de perversion narcissique est tellement rentrée dans les mœurs qu'on a l'impression que narcissique égale pervers. Mais narcissique, c'est pas du tout pervers. La perversion narcissique est une forme d'utilisation de son narcissisme, qui va être dans la soumission des autres, qui va être dans le fait de manipuler les autres, mais c'est pas la majorité des cas. Le narcissisme, pour un psychologue, c'est la relation de soi à soi-même, parce qu'il y a deux manières d'être en lien, soit avec soi-même et soit avec les autres. Le narcissisme, c'est la question de comment je me perçois moi-même, comment je me juge, comment je m'estime, comment je me fais confiance, comment je peux voir les qualités que j'ai et même peut-être les incarner et les transmettre. Et ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif ou de mauvais, bien au contraire, si vous n'avez pas une bonne relation à vous-même, à nouveau, ça va être compliqué d'être en relation avec les autres. Mais ça va être aussi compliqué de vivre bien et d'être heureux et de vous sentir dans une vie qui vous épanouit. Donc le narcissisme, c'est extrêmement important et c'est nécessaire. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Ce qui fait que quand on dit qu'on veut éradiquer son ego, et j'ai vraiment vu des termes comme ça, je trouve ça extrêmement violent, on a l'impression qu'on est en guerre contre une partie de soi. Je pense que ça va être compliqué justement sur le plan narcissique s'il y a des parties de nous à l'intérieur qui se battent de manière féroce. Le narcissisme, c'est essentiel. Et ce n'est pas de la perversion. Si on a appelé ce comportement-là perversion narcissisme, c'est bien qu'il y a du narcissisme, mais aussi de la perversion dans ce narcissisme. Et on est plus du côté de l'égocentrisme que de l'égoïsme. Dans la plupart des relations narcissiques qu'on a avec nous-mêmes, il n'y a absolument aucune perversion. Il y a simplement une préoccupation pour soi, et à nouveau pour ses valeurs, pour ce qui nous plaît, et pour ce qui est difficile pour nous, et pour ce qui est compliqué. Quand on a un narcissisme pas très solide, et que finalement on s'oublie, le risque qu'il va y avoir dans les relations, c'est qu'on va extorquer des signes de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir des comportements pour que ce soit les autres qui redorent notre narcissisme ou qui réparent notre narcissisme, et ce sera plus nous qui allons le faire, mais du coup, on va avoir des comportements inconsciemment un peu manipulatoires pour que les autres nous donnent des signes de reconnaissance, si possible positifs. Le problème de ça, c'est que c'est un peu la définition des relations toxiques. Ça veut dire que on va tendre la main aux autres pour rentrer dans des relations qui sont pas complètement saines, où on n'est pas en lien vraiment avec l'autre, mais avec le besoin qu'on a que la personne nous donne des signes de reconnaissance. Donc vous voyez déjà comment on peut fonctionner l'idée de ne pas être assez solide sur le plan narcissique dans notre relation avec les autres. Ça va nous encombrer, nous poser des problèmes dans les relations avec les autres. Si vous voulez approfondir ces questions-là, qui sont presque biologiques, puisque je parle à nouveau du fait que le cerveau se préoccupe d'abord de sa survie avant de celle des autres. Vous pouvez lire les livres de Antonio Damasio, notamment L'ordre étrange des choses. Alors c'est un livre un petit peu technique, mais il est très intéressant par rapport à ce fonctionnement de ce qui se passe petit à petit dans le système nerveux et pourquoi le cerveau s'occupe d'abord de sa propre santé, si on peut dire, de son propre fonctionnement et de sa propre survie. Et puis vous pouvez aussi lire Dawkins, le gène égoïste. Alors c'est quand même une thèse particulière qui dit que finalement ce n'est pas le cerveau qui est égoïste, mais c'est carrément le gène qui cherche à survivre lui dans la sélection naturelle. C'est une thèse extrêmement intéressante qui est controversée sous certains angles, mais qui est quand même très étayée sur le plan scientifique dans ce bouquin-là. Ça nous montre bien qu'il y a vraiment quelque chose de biologique dans l'égoïsme et dans le narcissisme. Et que lutter contre quelque chose qui serait biologique, et de manière à nouveau, comme je disais tout à l'heure, violente, comme on peut le lire avec des luttes, avec des combats, avec des éradications, ça ne risque probablement pas de nous aider. Bon et alors, vous allez me dire maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet ego ? Ce que je travaille en thérapie avec mes patients, c'est d'apprendre à écouter cette partie de nous. En ce qui me concerne, je ne l'appelle pas ego parce que justement ce terme a tellement de connotations sociales négatives que je ne souhaite pas l'utiliser en thérapie. Mais on peut lui donner un nom. Ou bien on peut dire la partie qui a peur peut-être, ou la partie qui aime prendre soin des autres, ou la partie qui a besoin de tranquillité, ou la partie qui a besoin de partage, ou qui a besoin d'être aimée, peu importe. Mais déjà en disant ça, on commence à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette partie-là. Parce que je le redis, si elle est là, elle a une très bonne raison d'être là. Donc la première chose qu'on va faire avec les patients, c'est d'interroger cette partie. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qui fait qu'elle se manifeste ? Et parfois même, qu'est-ce qui fait qu'elle se manifeste autant et qu'elle prend autant de place ? Je peux vous dire une chose, c'est qu'à mon avis, elle a besoin d'être entendue. Et que tant qu'on l'aura pas entendue, elle va continuer à se manifester. Alors plutôt que d'éradiquer votre ego,
j'aurais envie de vous proposer d'écouter votre ego, et puis de lui changer son prénom. Qu'il ne s'appelle plus ego avec cette connotation si négative socialement qu'il peut y avoir. Cette partie, on peut même lui donner, comme je le disais tout à l'heure, des prénoms, ou des noms d'objets, ou des noms de couleurs, peu importe, on peut les dessiner. Le tout, c'est de vraiment montrer à cette partie-là qu'on la prend en compte. Alors je parle de partie, bien entendu, si on passe sur le plan médical ou biologique et qu'on passe une IRM, on va pas voir les parties à l'intérieur de votre cerveau qui se baladent. Bien sûr, tout ça, c'est une histoire de connexion de neurones qui se connectent d'une certaine manière les uns aux autres, d'un certain ordre, d'une certaine logique, qui vont plus ou moins vite, etc. Mais si on devait expliquer les choses comme ça, ce serait très très complexe. Et c'est pour ça qu'il y a les modèles de psychothérapie et de psychologie qui permettent de mettre d'autres mots un peu plus symboliques et compréhensibles pour expliquer ces fonctionnements. En psychotraumatologie, mais aussi en analyse transactionnelle, on travaille avec le nom de parties ou bien d'état du moi. Et ces parties-là, ça va être important de les explorer. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Quelles sont les pensées qu'il y a à l'intérieur? Peut-être qu'elles sont agressives, ces pensées, mais elles ont peut-être une bonne raison d'être là. Et ce n'est pas pareil de les avoir en tête et de les agir. C'est pas parce qu'on se dirait telle personne m'a saoulé et il m'a gonflé parce que il a été désagréable avec moi que c'est grave. On peut penser ça et ne pas le dire à la personne, on va pas être agressif avec cette personne. Mais si on ne reconnaît pas qu'à l'intérieur de soi, on a trouvé que cette personne était désagréable et qu'elle nous a gonflé, alors la colère qu'on va ressentir, on peut pas s'en servir pour mettre des limites, par exemple. J'espère que je commence déjà à vous convaincre de l'intérêt d'écouter votre ego. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter ce qu'elle dit, cette partie-là, ce qu'elle ressent émotionnellement, et ce qu'elle ressent dans son corps. Et puis peut-être ce qu'elle voudrait faire aussi. Si vous êtes abonné à la Lettre Psy, qui est la newsletter hebdomadaire qu'on produit, peut-être vous avez reçu il y a quelques semaines le tableau de régulation émotionnelle. Mais c'est un tableau qui est extrêmement utile pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de cette partie. Et du coup, une fois que vous l'avez décortiqué, ça va être plus simple pour votre cerveau de trouver des actions. Et non pas à nouveau pour lutter contre ou l'éradiquer, mais pour faire quelque chose de ce que cet ego vous dit. Et vous verrez que petit à petit, du coup, cet ego-là, cette partie-là, va diminuer en intensité. Et plutôt que de l'avoir combattu avec des poings, des cris, des insultes ou de l'avoir enfermé dans un placard, avoir été entendu, ça va lui permettre de crier moins fort. Bon voilà, j'espère vous avoir convaincu que faire violence à des parties de soi-même, quand bien même on les appelle égaux, c'était pas une bonne idée. Et qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire qui seraient plus résolutoires et qui vous permettraient d'être plus apaisés et de mieux vous comprendre et de mieux vous connaître. Dites-moi où est-ce que vous en êtes avec cette question-là dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît facile à faire? Est-ce que vous y aviez déjà pensé? Est-ce que vous avez déjà essayé de lutter contre votre ego? Comment ça s'est passé pour vous avec cette partie de vous? Et puis, si vous aimez la psychologie en général, si c'est des thèmes qui vous intéressent, déjà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ça me permet d'être plus valorisé par YouTube et de continuer à diffuser des messages de vulgarisation de la psychologie et de la psychothérapie. Et puis vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la Lettre Psy, qui est une newsletter hebdomadaire dans laquelle on partage, parce que je ne suis pas seule à travailler sur Catherine la Psy, dans lesquelles on partage des sujets de psychologie et de psychothérapie chaque semaine de manière gratuite. Vous pouvez aussi participer à nos ateliers de travail sur soi en ligne, mais vous pouvez y accéder à travers la Lettre Psy, parce qu'il y a des liens à l'intérieur, mais aussi à travers le site dont on vous mettra les liens en barre d'infos. Bon, et écoutez, je vous ai tout dit à ce sujet. Moi, maintenant, je file à mes consultations. Avec moi.